très récemment, le président kenyan, William Ruto, un des pays de l'East African Community, celui-ci a accordé une interview à nos confrères de Jeune Afrique et William Ruto s'est déjà exprimé tout d'abord sur le travail des forces de l'EAC qui ont passé presque une année sur place dans l'est de la RDC pour essayer de ramener la paix et surtout de faire respecter déjà la feuille de route de Luanda, également le processus de Nairobi. J'aimerais bien qu'on puisse suivre le président Ruto qui s'exprimait sur déjà le rôle, le travail de l'EAC en RDC. Puis après, on va prendre l'autre partie qui concerne justement la congolité du M23. On suit d'abord la partie sur le travail de l'EAC en RDC. Just so that you know, Kenya participated in the East African force that was in Eastern DRC. We did what I consider a very commendable job. We pacified the area. We got the M23 to move away from the areas that we had agreed. In fact, we were remaining with the cantonment question. And the M23 asked the question, do we go into the camps, surrender our arms before we have a conversation? Or do we have a conversation so that as we go into the camps, we know what the conversation is all about? Can we put our grievances on the table? And it makes sense to all of us. And we asked the government in DRC to consider a conversation, a dialogue with their own citizens so that we can resolve this issue. EAC, we believe that the challenge in Eastern DRC cannot be solved using military force, especially if those in contention are willing to have a conversation. That is why we asked the government of DRC to consider seriously using the instruments that are available in the Nairobi peace process, which is a dialogue process, or in the Luanda peace process, which is also a dialogue process, or even a combination of both. We still believe that the solution to the challenges of Eastern DRC do not lie in use of military force, but lie in a consultative dialogue process, and the instruments are available. The sooner we access, the sooner we use the instruments of dialogue, consultation that are in place, the sooner we will solve that problem. William Ruto, président kenyan, qui s'exprimait devant nos confrères de Jeune Afrique. Albert, déjà, quelles ont été vos premières impressions ou réactions par rapport à la position de William Ruto? Il rappelle l'esprit et la lettre des deux processus dont j'ai cité. Je parlais de la feuille de route de Luanda et le processus de Nairobi. Est-ce que les propos de William Ruto ont des preneurs en RDC? Certainement, enfin, en RDC, du côté de chez Tshisekedi, non, parce que je veux dire, c'est ça qui, c'est le problème qu'il y a depuis le départ, c'est le déni de Kinshasa et le déni de Kinshasa des réalités, de comprendre même, on dirait, les réalités, et donc, et aussi donc, de ne pas honorer ses engagements. Parce que j'aimerais peut-être pour que les gens qui suivent l'émission... Le journal. Le journal, oui, pardon, comprennent, je veux dire, depuis les années 70, comme on dit en français de l'autre côté, depuis les années 70, quand je suivais déjà non, fin 70, vers 80 plutôt, je m'excuse. Tous les mouvements de libération, que ce soit au Zimbabwe, que ce soit en Angola ou au Mozambique ou au Guinée-Bissau et tout ça. Je veux dire,
quand on va à des négociations, c'est parce que les partis préfèrent aller là parce qu'il y a trop de pertes sur le terrain qui sont inutiles et qu'à un certain moment, on va quelque part. Maintenant, souvent, c'est pour demander à celui qui est en train de gagner de mettre de l'eau dans son vin pour que celui qui est en train de perdre puisse aussi aller à un juste milieu. Or, jusqu'à maintenant, les FARDC, depuis que la crise a commencé, premièrement, c'est Tshisekedi qui a attaqué le M23 dans son petit fief qu'ils avaient en novembre 2021. Ils étaient rentrés de l'Ouganda depuis longtemps, ils attendaient le changement, il y a eu les élections, Tshisekedi a été élu et ils attendaient. Donc, ils ont été attaqués en novembre 2021. Depuis qu'ils ont été attaqués, le M23 a dû se défendre et a dû chaque fois prendre du territoire pour se défendre, parce qu'ils étaient attaqués. C'est là-dedans que Tshisekedi est allé demander l'aide de la région. C'est comme ça qu'il est allé à Nairobi. C'est comme ça qu'il est allé. Et donc, à partir de ce moment-là, quand on lui dit « OK, il faut que vous négociez. Comme ça, on va faire la part des choses. » Effectivement, si les FARDC n'est pas capable de vaincre les M23 et que Tshisekedi va demander l'aide des gens, les gens viennent et disent « OK, pour que vous puissiez négocier… » Mais là-dessus, Albert, vous parlez de l'aide que Tshisekedi, le gouvernement de Kinshasa, est allé solliciter de la part des confrères de la région. Ouais. Au tout début, on a parlé d'un mandat offensif à Kinshasa. Oui, oui. Mais lorsqu'on suit le président Ruto, nulle part il fait mention du mandat offensif. En fait, des forces de l'EAC et surtout, il reste sur un bilan positif du travail abattu par cette force. Mais oui, parce que même si le mandat… Pourtant, à Kinshasa, on dit qu'ils ont failli. Non, mais parce que l'histoire est comme ça. Ils disent, on arrive, on s'installe. Et directement, l'M23 a collaboré. C'est ce qu'il a dit. Ça veut dire… Ils ont vaqué l'espace, ils ont laissé à l'East African Community. Et la collaboration dont vous parlez, Albert, à Kinshasa, on interprète ça comme une complaisance. Les forces de l'EAC ont été complaisantes avec… mais on ne va pas attaquer quelqu'un qui ne montre pas des signes de belligérance. Je veux dire, à partir du moment que… Mais on attendait que l'EAC puisse montrer les muscles. Oui, mais montrer les muscles contre qui? C'est ça l'histoire, je veux dire. Si le M23 n'est pas dans une posture d'attaque ou hostile aux forces de l'EAC. Donc, effectivement, comme le président Ruto le rappelle, ils se sont donc donnés à ce que les East African Standby Force a demandé. Ils se sont retirés, ils ont s'installés, et puis ils ont dit, OK, on peut aller maintenant en cantonnement, mais est-ce que les raisons pour lesquelles nous avons pris les armes ont été considérées par le gouvernement? Si oui, alors qu'ils viennent nous le dire, qu'ils viennent, parce que… Le gouvernement dont vous citez, Albert, oui. Lui, il entend d'une autre oreille. Justement, je veux vous proposer à suivre cet élément, un autre extrait, cette fois-ci qui parle déjà de la congolité du M23, parce qu'à Kinshasa, d'une part, on dit c'est un mouvement… c'est le Rwanda déguisé en mouvement du 23 mars. Ouais. Pourtant, les pairs de l'EAC ont une autre version de la part des autorités de Kinshasa, comme le rappelle ici le président William Ruto. Because these are citizens who are ready and willing to engage their government. If you ask me, I would go along and say, let us forget about complicating this problem. This is not about Rwanda and DRC. This is not about Kagame and Tshisekedi. This is about citizens and their government. And if we understood it in that context, the sooner we will solve the problem. So, as heads of state, in a meeting, we asked M23, the people in there, are they Rwandese or they are Congolese? And DRC said, these are Congolese. End of question.
So if these are Congolese, how does it become a Rwanda problem? How does it become a Kagame problem? I think since it is settled that M23 are Congolese, it is a Congolese problem, and therefore we need a Congolese solution. And in our opinion, listening to all the sides, whether it is using the Luanda process or the Nairobi peace process, the Nairobi peace process I can speak authoritatively because I have attended some of the meetings. M23 want to be involved in the dialogue. They are saying, why are you locking us out? We are Congolese. We have issues. We want to talk to our government. I don't find any better outcome than a citizenship that has grievances, that have issues with their government, who are willing to engage their government in a discussion so that they can sort out their grievances. So there is nothing anybody loses when you engage your citizens in dialogue. William Ruto, Albert, est-ce que ce n'est pas idéaliste parce que depuis quelques mois maintenant, on est dans une sorte d'impasse, les choses n'avancent pas, disons-nous la vérité, on parle de moins en moins de Nairobi et de Luanda. Est-ce qu'il existe encore un espoir, une lueur d'espoir pour ces deux processus? Est-ce que Kinshasa est prêt à regarder en face l'opinion publique et dire, écoutez, ces gens sont des Congolais avec qui nous devons converser, ou c'est l'option de la guerre qui reste ouverte? Moi, je ne lis pas dans les boules de cristal, je fais une analyse. Donc, je ne dis pas que ça c'est idéaliste, ça c'est réaliste. En fait, n'oublions pas que pendant tout ce temps-là, au-delà même de Kinshasa, parce que c'est surtout maintenant outre-Atlantique et en Europe qu'on commence à vouloir pointer du doigt le Rwanda, comme quoi il s'agit de minerais en fait dans l'Afrique de l'Est. Alors qu'ici, la région, les gens qui sont impliqués eux-mêmes, qui se sont engagés depuis leurs propres budgets nationaux, etc., qu'ils ont voulu aider un pays frère, qui est membre de la communauté, et qui dit, en fait, quand on arrive sur place, on voit que c'est des Congolais. Tout le monde l'avoue. Même Tshisekedi, c'est dans cette interview, il le dit, c'est Tshisekedi lui-même qui a dit que ce sont des Congolais dans leur réunion présidentielle entre eux. C'est Tshisekedi lui-même qui a dit que le M23, ce sont des Congolais. Donc, il rappelle là, Kinshasa, parlez avec eux, ils sont de bonne volonté, ils veulent bien parler. Si Tshisekedi veut s'en sortir, qu'il négocie, il n'y aura pas d'autre sortie. Il n'y aura pas d'autre. Parce que, de toute façon, ce qui est clair, c'est que militairement, jusqu'aujourd'hui, avec tout ce qu'il a reçu, avec tout ce qu'il veut toujours mettre dedans, il n'arrive toujours pas à prendre le dessus. Même pas gagner un seul millimètre carré de territoire qu'a eu le M23. Vous voulez dire que les efforts de la région connaissent des crocs en jambes par des acteurs à l'international? Absolument. Les premiers, je dirais les premiers, et excusez-moi de mon anglais, les premiers faux culs dans cette histoire-ci, c'est justement les Américains et les Européens. Parce qu'ils parlent chaque fois du Rwanda, alors qu'ils savent et pas seulement ça, parce qu'ils parlent en plus d'extraction illégale de minerais. Mais c'est ridicule. C'est vraiment ridicule. Je veux dire, surtout même dans cet endroit-là qu'on parle maintenant, Rubaya, une mine d'extraction, etc. Mais vous savez, un endroit où on fait de l'extraction à la main comme ça, etc. Combien de minerais est-ce qu'on sort d'une mine comme ça? Alors que on parle de 80% du coltan mondial. C'est incroyable. Les choses Albert, ce sont des chiffres avancés par des grands instituts. Non, pas d'un institut. Je suis sûr qu'il n'y a aucune... Des grandes organisations. Oui, non, pas de grandes organisations. Je suis sûr que vous allez parler des grandes personnes comme Blinken ou bien des Européens, peut-être. Et encore, parce que même pas seulement les Européens, parce que c'est même pas les Européens, parce que rappelons quand même que l'Union européenne a signé un mémorandum avec le Rwanda, justement, pour l'exploitation des minerais du Rwanda. Non, je pour crois... assurer la traçabilité. Pas seulement ça, mais je veux dire pour développer cette industrie. Partenariat, parce que oui. Donc, je crois franchement que le président Ruto a ramené franchement
l'église au milieu du village en disant, écoutez, la situation, elle est comme ça, c'est ça la réalité. Si Tshisekedi ne veut pas parler avec ses propres compatriotes, les Congolais, il ne va jamais s'en sortir. Albert Roudatsimbourgois, journaliste et analyste politique, merci beaucoup d'être passé dans nos studios.